Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode de l'État des lieux. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Pavanello, le fondateur de l'association Real Estate, qui aujourd'hui s'est reconverti gourou des mandataires de France. Quel bon vent t'amène ? Écoute, j'étais en Corse ce week-end, donc c'est le vent corse qui m'a ramené sur le continent. Le Mistral ? Un petit peu. Ouais. Mais il fait très mauvais à Paris, donc je suis un peu déprimé. Donc j'espère que ce podcast va me remettre en forme. Bah ouais, on va te remettre d'aplomb en parlant des mandataires. Bien sûr, je compte sur toi. Alors, Vincent, tu as un CV long comme mon bras. Et j'aimerais... Attends, si tu commences comme ça, on va pas y arriver. Est-ce qu'on a besoin de te présenter ? Il a fondé l'association Real Estate et aujourd'hui, il chuchote à l'oreille des grands fonds VC et de tous les gens qui comptent dans l'immobilier. Il a notamment créé la Maison des mandataires récemment et je crois que j'ai dit 20% de ton parcours. Non, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Tu as été prof à Sciences Po ? Merci, j'ai enseigné un peu à Sciences Po. Disons que pour une part de mon temps, j'essaie d'écrire un peu et de réfléchir à l'évolution du secteur immobilier, comment on construit demain, comment on vend des appartements demain, comment on habite demain. Et puis, l'autre partie de mon temps, j'essaie de valoriser, de monétiser cette expertise auprès d'une dizaine de clients que j'accompagne, effectivement, des acteurs de l'immobilier, des promoteurs, des asset managers. Et aussi un fonds de capital risque qui est LBO France. Et qui a fait des beaux tickets récemment. Qui a fait 2 beaux investissements dans on peut The les Plug. Nommer. On peut les nommer, il faut les nommer même. The Plug, qui pose des bandes de recharge pour voitures électriques dans les copropriétés. Et puis Haussmann, que tu connais bien, qui est une agence immobilière à frais fixes, donc qui vous fait une transaction immobilière dans l'ancien pour 5 000 euros. Versus 4 ou 5%, ce qui est la pratique de marché. Donc une économie substantielle pour les vendeurs qui passent par Haussmann. On les a reçus sur le podcast déjà. Tu as abandonné l'association Real Estate ? Je ne l'ai pas abandonné, simplement c'était une association d'événementiel. Donc comme tous les gens qui faisaient de l'événementiel pendant 1 an et demi, on a été quand même bien ralenti. Pour autant, ce qui est vrai, c'est que l'asso a maintenant 4 ans et demi, que je pense qu'elle a fait une bonne partie, elle a rempli une bonne partie de sa mission qui était, je le rappelle, de donner une bannière commune aux acteurs de l'innovation dans le secteur immobilier. Et donc, effectivement, le plus probable est que cette association ne continuera pas dans sa forme actuelle. Mais on se réjouit de voir qu'il y a des initiatives locales à Lille, où j'étais récemment, à Montpellier, où je suis aussi allé, qui reprennent le flambeau et qui font vivre, au fond, la Real Estate localement. French PropTech aussi, dans son style, le fait. Et nous, on est ravis de passer aussi ce flambeau-là. Encore une fois, 4 ans et demi, c'était une belle histoire, une belle aventure associative et totalement bénévole. Et il y a un temps pour tout, et comme tu l'as dit, je suis bien occupé par d'autres responsabilités, et donc Real Estate, a priori, effectivement, dans sa forme actuelle, ne continuera pas. Ouais, tu restes un bon liant dans le secteur de la PropTech. Je suis le premier à en être témoin. Tu parles un peu à tous les acteurs, et du coup, comme tu as une vue assez holistique sur ce qui se passe, est-ce que tu saurais improviser en 3 mots sur ta vision des bouleversements actuels ? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'immobilier actuellement, grosso modo ? C'est quoi les forces ? Je pense que l'année 2020, c'est une année où on se rend compte quand même que, notamment dans le logement, un bien immobilier n'est pas un bien comme les autres. C'est pas totalement anecdotique, il y a une part d'affect, et au fond... se tromper dans ses choix résidentiels, dans sa stratégie résidentielle, ça peut avoir des conséquences très importantes. Et on l'a senti, on l'a vu pendant la crise du Covid, où des gens qui avaient des appartements trop petits, pas adaptés aux besoins de leur famille ou à leurs besoins, ont vraiment mal vécu ce moment-là. Et si on voit autant de transactions post-Covid, c'est que les gens changent de stratégie résidentielle. Je pense que l'année 2020, c'est l'année où on comprend la spécificité du rapport qui lie les gens qui occupent un logement à ce logement-là. Quand j'étais en prépa, mon thème de philo en 2e année, c'était l'espace. On avait beaucoup réfléchi à l'esprit du lieu, à la poétique de l'habitat, pour reprendre les mots de Bachelard. Et je trouve que cette année-là, beaucoup de Français en ont pris conscience. Alors même que certains disaient que l'immobilier allait se commoditiser, que le logement était au fond un bien de consommation comme les autres, je crois qu'on en revient. C'est la première chose qui m'a marqué récemment, c'est quand même ce rapport au logement. Deuxièmement, et c'est un peu lié, les logements se complexifient. Ils deviennent de plus en plus sophistiqués. On parle de logement connecté. Le Français moyen, est-ce qu'il peut facilement évaluer la qualité d'un équipement connecté quand il rentre dans un logement ? C'est pas évident. On parle beaucoup de rénovation énergétique, mesurer les investissements nécessaires sur un logement pour en améliorer la performance énergétique. Je pense que ça demande une expertise particulière. Les tendances, c'est votre métier chez Mastéos, territoriales d'évolution des prix de l'immobilier en invest locatif, en accession, sont aujourd'hui soumis à des paramètres beaucoup plus nombreux que ce qui était le cas avant. Et donc je pense que ça c'est la deuxième chose qui m'a marqué en 2020, c'est que le besoin de conseil dans ce métier-là
à mon avis aller croissant. C'est-à-dire que je pense que les Français vont vouloir se faire de plus en plus accompagner pour vendre des logements. Comme ça, mais on a des intermédiaires de plus en plus light et low cost, donc c'est contradictoire, non? Ils sont low cost, mais ils apportent une valeur et un service client qui en fait est au moins au niveau de ce qu'apportaient les autres. C'est plutôt le modèle de facturation qui est un petit peu différent. Donc moi je pense que le taux d'intermédiation sell side, comme on dit dans l'ancien, va continuer à augmenter. Je pense que le taux d'intermédiation buy side va commencer à exister. C'est votre métier, mais moi j'y crois beaucoup. Et donc ça c'est la deuxième chose qui m'a marqué. C'est quand même l'idée que le sous-jacent résidentiel devient de plus en plus sophistiqué, donc il y a un besoin de conseils. Et le troisième, et évidemment c'est mon sujet, c'est notre sujet, c'est l'arrivée massive, en tout cas l'accélération du digital sur l'année 2020. Je prendrai quelques exemples. Moi, j'ai écrit un bouquin en 2017 qui proposait des AG digitalisés dans les copros. Et entre 2017 et début 2020, c'est assez simple, tout le monde était contre. Les syndics étaient contre, les notaires étaient contre, tout l'écosystème était contre, le politique était contre, les législateurs étaient contre, tout le monde était contre. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé en mars 2020. En 3 semaines, tout le monde était pour. Ah ouais, il y a eu 10 startups sur le sujet d'un coup. Exactement, et même les acteurs traditionnels ont dit, mais oui, effectivement, c'est intéressant. Et j'ai fait un webinaire en mars ou avril plutôt 2020. Et non seulement ils étaient pour, mais ils étaient pour, et ils laissaient entendre qu'ils avaient toujours été pour. Et qu'au fond, évidemment, ils avaient même investi des années auparavant pour préparer ce genre de problème. Non, ça, c'était leur capacité à oublier le passé. C'est un des charmes de notre industrie. Mais il n'empêche qu'au moins on y est maintenant et on a avancé là-dedans. Je pourrais parler évidemment de la signature électronique, des visites en ligne qui sont fortement développées et qui maintenant sont rentrées dans les mœurs. Donc il y avait beaucoup de technos qui étaient matures en 2018-2019, mais qui ont vraiment, dont les acteurs se sont appropriés beaucoup plus les avantages à partir de l'année 2020 sous la pression du Covid. Donc c'est une année vraiment charnière pour l'accélération techno. Vraiment charnière, et c'est une année passionnante. Parce que le logement revient au cœur du sujet. D'ailleurs, on verra en 2022, mais moi je pense que ce sera une campagne qui se fera aussi sur le logement. C'est un sujet sur lequel je travaille. Je crois que c'est plutôt la sécurité en ce moment. Non, mais ce ne sera pas le premier sujet, mais en 2017, ce n'était pas du tout le sujet. En 2017 et 2022, ça n'a pas du tout été le sujet. Et je pense que là, ça va redevenir, parce que les enjeux sont très importants. Donc c'est un moment passionnant où il se passe plein de choses et où je pense que c'est un bon moment pour les nouveaux entrants. Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants qui t'excitent particulièrement? Parce que tu vois, tu as des entrants qui font à peu près ce qu'on faisait avant, un peu plus esthétiquement, un peu plus tech. Mais est-ce que tu as des vraies innovations de rupture qui t'excitent profondément? Ça peut être dans la construction, c'est pas obligé de l'intermédiation. Dans la construction, moi mon sujet c'est la construction hors site, la préfabrication, où je suis en fanat de ça. Moi aussi, été missionné. Je savais pas en plus. Tu sais que nous on est à fond là-dessus. Parlons-en. Et j'ai été missionné officiellement par Julien Denormandie quand il était ministre du Logement pour remettre un rapport qui finalement a été remis à la personne qui lui a succédé, c'est-à-dire Madame Vargon. Okay. Et le rapport s'appelle Réindustrialiser la France par la construction. Je t'invite à le lire. Mais t'écris un rapport par semaine ou quoi? C'est ça. J'essaie un le matin et puis un l'après-midi. Non, c'est un gros travail que j'ai fait avec Romain Rivaton et Bernard Michel. Entre 2018 et 2019, où on a interrogé beaucoup de gens de l'industrie pour essayer de se demander quelle était la bonne façon pour la France d'inciter et de favoriser le développement d'une filière de la construction hors site. Sachant que je rappelle, construire hors site, c'est construire plus vite, c'est construire avec moins de nuisances, c'est construire avec une meilleure empreinte carbone et avec une meilleure qualité de finition. Donc évidemment, on y est favorable. Et l'enjeu maintenant qui est le mien, c'est de convaincre des élus, des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux, enfin tout l'écosystème, de passer d'un rapport, somme toute bien écrit, à des réalisations concrètes. Le hors-site est une alternative qui m'a paru crédible, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc quand tu me demandes les nouveaux entrants sexy qui me font rêver, typiquement des boîtes comme GA Smart Building, qui n'est pas un nouvel entrant, mais qui commence à faire du hors-site dans le résidentiel, est un acteur que je suis, qui vient de lancer une filiale dans le logement hors-site. Je trouve que c'est intéressant, qui a racheté notamment Ossabois, qui est une vieille boîte du hors-site. Et puis des startups aussi, comme Smartcast, qui fait du plancher préfabriqué, qui est une boîte intéressante. Voilà, donc c'est des choses qu'on suit. Vestac aussi est sur ce créneau-là. C'est des gens qu'on suit. Donc voilà, dans la construction, je regarde ça. Et je regarde aussi la robotisation du chantier. Un des enjeux pour gagner de la productivité, c'est de substituer du capital au travail. Ce qu'ont fait toutes les industries dans l'histoire du capitalisme. Il n'y a pas 36 façons de gagner en productivité. C'est de mettre des robots machines, robots. Voilà. Et alors, plaquistes, j'ai pas vu, mais j'ai vu des robots peintres. Il y a une boîte à Lille qui est en train de créer qui a presque créé un robot peintre hyper intéressant. Le robot coûte à peu près le même prix qu'un peintre chargé. Donc il n'y a pas une économie de coût massive. Par contre, il bosse sur des plages horaires beaucoup plus larges. Qui n'est pas soumis aux 35 heures. Il n'est pas soumis aux 35 heures. C'est le début de l'histoire. Je pense la digitalisation des métiers de la construction, mais c'est un sujet intéressant. Et puis
Je sais que tu aimes bien prendre de la hauteur de vue dans tes prises de parole, newsletter, et donc je vais essayer de le faire là. Je pense que l'enjeu au-delà de la tech, c'est comment on réconcilie les Français avec l'acte de construire. En fait, un pays qui construit, une ville dans laquelle il y a des grues, en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la ville se développe. La vocation d'une ville, comme d'une entreprise, comme d'un pays, c'est de croître, c'est de se développer. Et donc, la petite musique qu'on entend en ce moment sur le thème qu'est-ce que les villes iraient bien si on avait un statu quo généralisé et que surtout on ne faisait rien par peur de faire des bêtises. Je pense que vous voyez à quelle municipalité je peux faire référence, notamment dans les nouvelles qui sont arrivées en mars. Je pense que c'est totalement mortifère. Et donc, il faut absolument construire, il faut rénover, il faut considérer l'urbanisme comme quelque chose de mouvant. On a le droit de se tromper, on sait corriger, c'est pas la fin du monde, il faut prendre des risques, il faut être audacieux. Et donc je pense que si en plus ça s'accompagne de nouvelles méthodes constructives un peu plus sobres, avec un peu moins de nuisances, allez, on arrive aussi à embarquer les riverains dans ces projets-là. Mais en tout cas, un des grands enjeux, c'est, la France ira mieux si on donne plus de pouvoir à ceux qui veulent faire et si on donne moins de pouvoir à ceux qui veulent empêcher de faire. Et c'est très vrai dans la construction. Mais il faut que les constructeurs fassent un pas vers les riverains en disant ok, nous on a fait notre part, on a réduit les nuisances, on a amélioré la productivité, on fait moins de poussière, moins de bruit, mais il faut faire aussi de la vôtre, quoi. Et donc ça, je pense que c'est un vrai enjeu, 2022 aussi, mais en tout cas, voilà, il faut faut remettre le pied en mouvement. Très intéressant. On s'éloigne du sujet des mandataires qui est un peu ton obsession monomaniaque du moment. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce virage de ton intérêt sur les mandataires ? Tu as publié une étude qui a fait un bruit phénoménal dans notre petit secteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui se passe ? L'histoire elle est assez simple. Moi j'avais fait en tant que conférencier quelques conventions de grands réseaux de mandataires et j'avais été très étonné par l'énergie de ces événements-là. Il faut imaginer 1500, 2000, 3000 personnes dans une salle, chauffées à blanc, qui viennent pendant 3 jours pour rencontrer les autres membres du réseau et puis pour écouter quelques speakers et puis accessoirement pour faire un petit peu la fête. Mais tu me connais, tu sais que c'est pas la partie qui m'a intéressé. Et j'avais été vraiment marqué. Alors, il y a un côté, et on peut le voir comme ça, c'est pas comme ça que moi je l'ai vu, mais on peut le voir sur le thème, ces gens-là surjouent leur appartenance au réseau, surjouent la fierté qu'ils ont du réseau. Moi, et c'est parfois comme ça qu'on les a traités, hein, avec un peu de mépris. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. J'ai dit, mais non, voilà donc ils sont fiers de l'entreprise pour laquelle ils bossent. C'est pas si fréquent. Et toi qui es chef d'entreprise, moi je le suis aussi, c'est plutôt ce qu'on cherche à avoir que l'inverse. Donc j'ai plutôt vu ça comme quelque chose de positif et l'énergie qu'ils avaient, ça m'a intrigué. Et quand les grands réseaux IAD, Capifrance, Optimum et Safety m'ont contacté début novembre en me disant que ce serait bien qu'un observateur extérieur puisse prendre la plume pour expliquer leur modèle dans un livre blanc, un rapport assez solide et assez fouillé, j'ai tout de suite accepté parce que je me suis dit c'est l'occasion d'avoir pour moi d'en apprendre et d'en savoir plus. Et puis de défendre un modèle d'entreprise avec laquelle je suis a priori en phase avec les valeurs d'émancipation, d'autonomie, d'organisation plus horizontale. Au fond, c'est de la vraie émancipation de vie en fait. Et je trouve que ça c'est intéressant. Je ne suis pas un BA des réseaux mandataires, il y a sûrement des choses à améliorer, ils sont en train d'y travailler dessus, le secteur va gagner en maturité, mais c'est ça qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet-là. Et donc effectivement, j'ai sorti début avril un livre blanc qui s'appelle Les réseaux mandataires, 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers, puisqu'ils sont 40 000 maintenant. 40 000. Ouf, d'accord. Les réseaux mandataires rassemblent 40 000 conseillers immobiliers indépendants sur les 120 000 conseillers immobiliers indépendants et salariés que compte à peu près le pays. Donc il y a à peu près un tiers de la force de travail, de la force de production qui est dans ces réseaux-là. Et donc il y a 2 enseignements à ce rapport. Je ne vais pas simplifier, mais vous pouvez le lire et le trouver facilement en ligne. Premièrement, une mesure un peu économique de ce que, disons même 3 enseignements. Le premier, c'est voilà ce qui s'est passé en 20 ans sur la jeunesse de ces réseaux, la vision des entrepreneurs initiaux, leur développement, le cadre réglementaire auquel ils sont régis. Hein, c'est pas la jungle, contrairement à ce qu'on a pu dire. Deuxième enseignement, une mesure un peu économétrique de ce qu'ils représentent, nombre de mandataires. Je vois que tu étais très surpris par le chiffre de 40 000. Tu seras surpris peut-être aussi par le chiffre de 110, 120 réseaux actifs, par le chiffre de 20% de part de marché qui captent aujourd'hui, par le fait qu'il y a de loin le plus gros transactionnaire en France. Ils ont combien de parts de marché ?
Alors, ils font 55 000 transactions par an. Donc, si on ramène sur. Et 5%. Ça fera 5,5 si on raisonne sur le million. Ouais. Si on ramène sur 700 000, c'est même un peu plus, puisque moi, je raisonne plutôt sur la taille du marché intermédiaire. Mais c'est simplement une modalité de calcul. Donc, ça, c'est le deuxième enseignement. Et le troisième, mais c'est le plus important, c'est. J'ai essayé de montrer, mais parce que j'en ai été convaincu, que ces modèles-là étaient très adaptés aux valeurs montantes de la société, que j'ai résumé tout à l'heure, l'émancipation, l'autonomie, la juste rémunération, le fait que mon N+1, quand on est dans des modèles de parrainage d'équipe locale, c'est lui qui m'a recruté, c'est lui qui m'a formé, donc il a une légitimité naturelle. C'est pas un mec qui est parachuté dans notre service, qui connaît rien. Et on a tous des copains dans des grosses boîtes du CAC 40 pour qui c'est ça le quotidien. Hein. C'est tiens, j'ai un nouveau patron qui ne connaît rien à ce que je fais, et c'est moi qui forme mon patron. Donc voilà, ça je pense que c'est des modèles qui tiennent plus. Donc oui, c'est en fait peut-être une vraie alternative en matière d'entreprise libérée. Tu vois, et il n'y a pas une précarisation du statut d'intermédiaire immobilier parce que c'est freelance, est-ce qu'il manque pas de protection? C'est quoi du coup la rémunération moyenne et la distribution des REM? Alors, si on prend le nombre de transactions qu'ils font après par an, 140 000, et qu'on divise par le nombre de mandataires, on a effectivement un nombre de transactions par mandataire qui est assez faible, qui est à peu près entre 3 et 4. Par an. Sauf qu'en fait, le dénominateur, il est pas assez fin, puisque sur les 40 000, il y en a 10 000 qui viennent d'arriver, donc qui ne sont pas encore productifs, ça c'est normal, donc ça ramène à 30 000. Sur les 30 000, il y en a après 20% qui sont à mi-temps. Donc moi, je fais ce travail de ramener sur une base ETP, et ramener sur une base ETP, disons à 25 000, et ben, le nombre de transacts est plus de 3,5-4, mais il est plutôt de 6 ou 7. D'accord. Donc là, le 6 ou 7 avec un honoraire moyen à 10 000, donc eux qui a après 70% de la marge, 7 fois 6, ça fait une moyenne à peu près à 30, 35, disons 35, ramené divisé par 12, ça fait une rémunération qui est bien au-delà de la rémunération moyenne des Français. En gros, on estime qu'un mandataire en moyenne gagne en France à peu près 2 500 € par mois. Ok. Après, il y a une grande distribution et il y a un écart très fort, bien sûr, puisque plus vous gagnez en expérience, plus vous savez bien faire le métier et plus vous gagnez de l'argent. Mais je vais te faire une confidence, c'est un peu vrai dans tous les métiers en fait. Il n'y a pas tellement d'autres façons de gagner plus d'argent en faisant la même chose qu'en étant meilleur dans ce qu'on fait. Voilà. Donc ces gens-là gagnent en productivité, en compétences, en expertise, et donc ils font de plus en plus de transactions et gagnent de mieux en mieux leur vie, jusqu'à évidemment, et ça peut peut-être intéresser les gens qui nous écoutent, des gens qui gagnent 500, 600, 700 000 € par an. Des histoires de dingue sur le top 1% IAD, et ils peuvent monter à 1 million d'euros. Voilà, mais c'est bien. C'est souvent des gens, moi je leur parle beaucoup, qui viennent... qui ont eu des parcours professionnels avant l'aventure IAD assez accidentés. Je ne dis pas que c'était germinal, mais il y avait quand même des parcours plus compliqués. Et donc, qu'à un moment donné, ils aient eu une chance, une opportunité qu'ils les saisissent. Je trouve ça super. Donc, au contraire, j'espère que demain, il y en aura encore plus qui arriveront à ce niveau de rémunération-là. Et bravo à eux. Et si ça peut donner envie à des gens d'entreprendre, c'est parfait. Et qu'est-ce que ça change par rapport au réseau traditionnel ? Il y a deux différences principales par rapport au réseau d'agences du coin de la rue que vous connaissez, que ce soit les réseaux franchisés. Il y a trois types d'agences physiques. Il y a les réseaux franchisés, c'est ceux que les gens connaissent le mieux. Century 21, Guy Hockey, La Forêt. Donc là, il y a vraiment un franchisé qui est le patron local et puis qui renvoie des royalties au master franchisé. Il y a le modèle intégré, Foncia, Square Habitat, la bourse de l'immobilier. Donc là, les agences appartiennent en propre à la tête. Et puis il y a les agences indépendantes. Donc là, souvent, il y a encore le nom de famille du fondateur sur l'enseigne. Et voilà un peu l'écosystème. On pourrait même affiner, mais c'est à peu près ça. Ces agences, elles ont deux choses que les réseaux monétaires n'ont pas, ou deux différences principales. La première, c'est que elles ont des agences physiques, elles ont une vraie vitrine, alors que la vitrine des réseaux monétaires, c'est plutôt la vitrine digitale. IAD, ça veut dire immobilier à domicile, donc c'est des gens qui travaillent de chez eux, qui n'ont pas de lieu physique pour recevoir les clients, qui vont chez les clients. Comme Compass aux États-Unis. Comme Compass aux États-Unis. Aux États-Unis, beaucoup d'acteurs ont ce modèle-là, sans agence, sans mur physique, avec là aussi une petite aparté et puis un peu de prise de hauteur si ça t'intéresse, c'est que ça marche parce qu'en fait l'effet vitrine est plus faible que jamais. Alors oui, à Boulevard Haussmann ou Avenue de Friedland, il y a encore un effet vitrine parce qu'il y a beaucoup de passages et puis c'est des agences très réputées, des biens de grande valeur. Mais dans l'essentiel du pays, les gens se déplacent moins pour faire leurs courses, etc. Voilà. Et on a aussi un sujet, c'est qu'on a beaucoup de cœurs de ville où il y avait un effet vitrine, où il n'y a plus d'effet vitrine parce qu'il n'y a plus de cœur de ville. Il ne faut pas se leurrer. Toute cette ce déplacement du commerce vers les cœurs de ville, vers la périphérie, en gros l'effet intermarché, l'effet machin, ça a impacté directement l'effet vitrine des agences immobilières. D'accord. Comme ça va impacter celui des agences intérim, comme ça va impacter celui des assurances, des banquiers. Donc ça c'est un point extrêmement important. Donc ça c'est la première différence, il n'y a pas de vitrine physique dans les mandataires. Et deuxièmement,
Dans les agences physiques traditionnelles dont j'ai parlé, les conseillers immobiliers sont plutôt salariés, même s'ils sont aussi parfois indépendants des agents co, ils sont plutôt salariés, alors que dans les réseaux, 100% des conseillers sont des indépendants, chefs d'entreprise autonomes. Est-ce que tu as une vue sur le marché immobilier actuellement? Parce qu'il y a des théories qui disent ah, le confinement, le marché s'est écroulé. Il y en a d'autres qui disent la Banque Centrale Européenne injecte des liquidités, donc ça va exploser. On est dans un contexte d'hyperinflation naissante. Est-ce que tu as des vues, toi, de marché? Il n'y a pas un marché de l'immobilier, je ne sais pas, toi que je vais l'apprendre, il y a des marchés de l'immobilier. Donc globalement, il faut toujours rappeler qu'en France, les marchés qui vont bien, c'est les grandes métropoles, les villes moyennes en développement, mais qui en fait sont souvent dans l'orbite d'une métropole. On en a un certain nombre de régions parisiennes qu'on considère comme ville moyenne, mais qui en fait pour un Chinois, pour un Américain, c'est le Grand Paris. Voilà, hein, je parle Orléans, Reims, Angers. Franchement, pour expliquer que c'est pas Paris, faut quand même si voilà. Désolé pour les Angevins et Tourangeaux qui m'écoutent ou les Rémois, mais la vérité c'est qu'à l'échelle européenne des grandes métropoles et des villes-mondes, c'est le Grand Paris. Hein, je veux dire, tout ce qui est à 1 heure, 1 heure et demie de Paris, c'est le Grand Paris. Et du coup, ces métropoles-là, elles sont quoi? Elles sont stables? Non, elles se développent, elles rattrapent leur retard sur ce qu'étaient les grandes métropoles, les 6-7 grandes métropoles qu'on citait tout le temps, les villes littorales qui se développent très fort, et en dehors de ça, alors les villes transfrontalières. J'étais dans le Pays de Gex, j'étais à Genève lundi, qui est un marché incroyable. Le Pays de Gex, d'ailleurs, un investissement locatif totalement dynamique. À la SMIC, il y a 4000 balles en Suisse, et en 10 minutes de voiture, vous êtes en France avec des loyers très raisonnables. Donc, un marché très intéressant. Au-delà de ça, mais ça doit représenter, sur le nombre de logements en France, une petite part quand même. On a un marché quand même assez sinistré. Hein. On a une diagonale du vide qui souffre énormément. On a des territoires ruraux et des villes moyennes qui n'ont pas réussi à upgrader et puis à monter en gamme qui souffrent. Donc, et il y a différents marchés. Ensuite, donc ça c'est ce qu'on peut dire sur ce qu'on voit depuis 4-5 ans en gros dans le marché français. Le post-Covid, c'est des gens qui veulent changer de logement, donc des gens qui sont acheteurs, et plutôt plus d'acheteurs que de vendeurs, et c'est pour ça que les prix augmentent. Un marché du neuf qui est totalement atone. Franchement, on a fait absolument n'importe quoi dans le marché du neuf. Le choc d'offres que Macron annonce en septembre 2017, on l'attend toujours, et il n'a jamais eu vraiment lieu. Les élections municipales ont fait beaucoup de mal, j'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure sur ce que j'en pensais. Donc on a un marché totalement sous-offreur où les prix vont continuer à mon avis à augmenter. Ça c'est à mon avis la réalité. Des taux, enfin sur les taux je pense qu'il faut avoir un langage de vérité. Le patron de banque centrale qui augmente les taux restera dans l'histoire comme le grand Manitou du désordre, parce que personne ne sait ce qui se passe derrière la hausse des taux. Enfin si, plutôt tout le monde sait que c'est un désastre. Donc tu penses que l'environnement bancaire va rester favorable je pense qu'il faut... Soit il y a quelqu'un à un moment qui est dans une position suicidaire, c'est-à-dire de se dire je veux laisser dans l'histoire la trace, encore une fois, de l'homme par qui vient le désordre. Quand je dis désordre, ça peut être des guerres, des famines, non, on imagine bien ce que ça peut être. Donc, si la BCE remonte ses taux, ouais. La BCE, le moment de taux, c'est la mort de tout un tas d'économies. Donc non, je pense que c'est pas réaliste. Je crois beaucoup à l'idée qu'il y aura une forme d'accord dans le G20 pour une augmentation très lente des taux sur une période très longue. Parce que c'est pas tant le taux le driver, c'est l'accès au crédit avec le Haut Conseil de la sécurité financière qui resserre un peu la vis, c'est ça surtout qui peut faire du mal au marché. J'allais y venir sur les conditions de crédit. Ouais. Sur les taux, je crois pas trop qu'il y ait... ils peuvent remonter à la marge. Effectivement, il y a juste des conditions de crédit. La vérité, c'est qu'ils sont dans le Haut Conseil et dans son rôle. Le Haut Conseil a toujours dit plus ou moins ça. Ils l'ont dit en janvier 2020 et après ils sont revenus, mais ils l'ont toujours dit. On est quand même aujourd'hui dans des conditions qui sont assez favorables en termes de durée, d'exigence de revenus. Donc, je pense pas. Je crois pas au. Là, les promoteurs notamment surjouent parfois ce côté où là, vous imaginez ce qui passe. Alain Dinin qui dit qu'il n'aurait pas pu vendre la moitié de ses logements de 2020 s'il avait eu les contraintes de crédit 2021. Bon, chacun est dans son rôle là aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est pas la réalité du marché. Donc non, il faut rester vigilant. Les Français ont besoin de changer, donc il ne faut pas les couper dans leur élan. Il ne faut pas casser des parcours résidentiels. Mais je ne crois pas, moi en tout cas, peut-être que je me trompe, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne crois pas à un durcissement des conditions de crédit, taux ou conditions à horizon 24-36 mois. Et du coup, tu ne crois pas à une baisse du marché, des prix? La conséquence étant que non, pas sur les marchés que j'ai cités. Après, des hausses plus calmes, un peu d'inflation qui revient, donc en fait peut-être des hausses nettes qui sont peut-être plus faibles, c'est possible. Je ne crois pas à des retournements de marché. Et regardez la statistique très intéressante qui a été sortie par Virgile, la boîte dont parlait de Saskia, qui s'est associée avec un cabinet d'opinion, enfin je ne sais plus, une étude d'opinion, mais sur où veulent vivre les moins de 35 ans. Alors, ils veulent vivre à Paris.
Ah ouais? À Paris, dans les grandes métropoles, évidemment. Parce qu'il y a un grand cliché en ce moment qui consiste à parler d'exode urbain et de gens qui vont vivre. Mais je connais ma position là-dessus. Les gens disent dans la même phrase, l'année 2020 était terrible, il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait plus d'offres de restauration, il n'y avait plus de vie culturelle, il n'y avait plus de bars et de boîtes de nuit sympas. Et puis dans la même phrase, ils disent, qu'est-ce que j'aimerais vivre dans une petite ville ou dans une ville moyenne un peu en déclin où l'immobilier est pas cher. Oui, mais en fait, même hors confinement, tout ce que je viens de dire là, il n'y a plus ça dans ces villes-là. Pardon, il n'y a plus de cinéma, ça fait bien longtemps, ou alors des cinémas qui sont vraiment à l'abandon ou presque. La vie culturelle, elle est réduite quasiment à néant. Voilà, donc on peut pas dire tout et son contraire. D'accord. Et toi, si tu devais faire un investissement locatif aujourd'hui, parier sur une ville, ça serait laquelle? Donc j'ai dit voilà, les villes autour de Paris qui sont maintenant des villes qu'on considère comme des villes du Grand Paris, ce qui n'était pas le cas il y a pré-Covid, Orléans, Tours, Angers, donc ça je trouve que c'est des villes extrêmement intéressantes. J'aime bien Rennes, je trouve que Rennes est une ville qui se développe assez bien, avec des prix qui sont déjà... donc tu veux un truc un peu plus Non mais Rennes, si tu veux, t'es déjà à 4000 du mètre, donc le train est passé et ta renta, elle est pas... Et ben moi, je trouve que Avignon est une ville extrêmement agréable, très bien connectée à Paris. Je suis d'accord. Nîmes également. Nîmes, absolument. Même des villes comme Sète sont assez agréables. Je suis d'accord avec Nîmes et Avignon. C'est-à-dire que les rentas sont hyper élevées. Tu as même Carcassonne qui a des rentas impressionnantes. Voilà. C'est des villes qui ont encore un peu de marge de manœuvre pour s'améliorer, mais qui ont un vrai potentiel, des rentas élevées. Ouais. Et qui peuvent capter quelques télétravailleurs. Globalement, tu peux vivre à Avignon. Au-delà du festival, tu as quand même une vraie douceur de vivre. Et venir à Paris 2 jours par semaine, c'est 2 heures et quelques de train en direct, gare de Lyon. Donc toi, tu investirais à Avignon. Ouais. Et pourquoi tu l'as pas encore fait? J'ai trouvé une très belle maison à Avignon avec un très joli patio à l'intérieur. Que j'ai loué pour un week-end et j'ai fait une offre, mais elle n'a pas été acceptée. Ah ouais? Pour du locatif ou pour une résidence? Les deux. D'accord. Pour une locative quand j'y vais pas, quoi. Voilà. Okay. Je te tiens au courant si ça bouge. Ça marche. Peut-être si cette interview est entendue par des gens qui ont des très belles maisons dans le centre-ville d'Avignon. Ah ouais. Je suis preneur. À bon entendeur. Est-ce que tu as une vue sur le marché de l'investissement locatif, qui est notre marché? C'est un marché qui est à la fois énorme parce que c'est un quart de l'immobilier français. Une transaction sur 4, c'est un investissement locatif dans même l'ancien. 30%, moi, tu vois, donc c'est même... Ouais, 30% chez Century 21 et d'autres. Mais c'est vraiment énorme comme marché. Nous, on a l'impression qu'il n'est pas adressé. C'est-à-dire qu'on est tout petit sur ce marché, mais on ne voit pas une concurrence écrasante, on ne voit pas des grands acteurs de l'investissement locatif. Pourquoi ce marché il est complètement boudé et on a l'impression d'être tout seul dessus? Parce qu'on était très sell-side et que le buy-side n'est pas culturellement dans la France, dans la façon de fonctionner de l'écosystème français. Donc je pense que c'est pour ça que personne ne s'était vraiment positionné là-dessus. Alors que dans le neuf, le marché est un marché buy-side. Le Pinel, bien sûr. Marché buy-side. Et pourquoi dans l'ancien, il n'y a pas eu une pinélisation des... Alors, il y a une normandisation avec ce qu'ils ont essayé de faire dans la lecture de vie, mais qui n'a pas très bien marché. Non, mais je pense que vous êtes pionnier et que vous allez avoir les avantages et les inconvénients d'être pionnier. C'est-à-dire qu'il faut convaincre, faire de la pédagogie sur faire un investissement locatif. C'est à la fois, ça demande une compétence, une expertise, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Et moi, évidemment, si je faisais un investissement locatif, je passerais par des boîtes comme vous sur le thème. Je suis avec des pros qui font des tâches qui ne sont pas les plus sympas à faire. Il y a quand même beaucoup d'administratifs. Le suivi des travaux, quand en plus on n'est pas sur place, c'est quand même vite quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Donc moi, ma vision du marché locatif, c'est qu'il va continuer à se développer. Les Français ont beaucoup d'épargne. Ils veulent aller dans l'immobilier. Ils veulent particulièrement aller dans le logement, qui a montré sa résilience, qui a un marché totalement en pénurie. Donc tenir des logements, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et donc je pense que de plus en plus de Français iront investir dans le logement. Et c'est très bien ainsi. La question peut-être, c'est est-ce qu'ils vont le faire en direct PAP ou est-ce qu'ils vont passer par des intermédiaires qui peuvent être soit des accélérateurs comme vous ou des fonds qui lèveraient des fonds de logement pour acheter du logement, ce qui est deux façons de voir le sujet. Moi, je pense qu'ils vont de plus en plus intermédier leur investissement dans le logement. Le truc, sur du logement locatif, en tout cas, c'est que si tu veux de la rentabilité, il faut aller dans des villes un peu plus petites que Paris et Lyon. Et c'est des villes auxquelles les gens... tu peux pas faire un aller-retour en TGV. Dès que tu vois une annonce, donc tu es obligé d'avoir des gens sur place qui te font une visite virtuelle, qui ensuite te gèrent la négo, les travaux, etc. Donc nous, c'est ce qu'on a vocation à proposer. C'est pour ça que, à moins d'avoir du temps, et du coup, si tu as du temps, c'est que tu n'es pas en poste de travail, donc tu peux pas emprunter. Donc, bon, pour moi, l'intermédiation locative, elle est évidente, mais je me plains un peu du manque d'acteurs et je me sens un peu seul. Voilà, tu sais, il faut savoir être seul dans la vie parfois, Thierry. Seul avec soi-même. Il faut être seul avec soi-même. Quand tu écris tes éditos là, sur ta newsletter, je pense que tu es bien seul avec toi-même et c'est ça qui en fait la qualité. Et donc, je pense que d'un point de vue professionnel, il faut accepter cette forme de solitude, mais
tu as les qualités pour avoir raison contre tous. Donc, moi, je t'ai toujours encouragé, je continuerai à le faire. Merci, dans les mon fonctions ami. qui sont les miennes. Très bien. Merci pour ces mots doux. Eh ben, écoute, on a fait le tour. Je crois. Tu as sûrement un rapport à écrire cet après-midi ou un bouquin. Donc, on va te laisser tranquille. C'est quoi la prochaine step pour toi? La prochaine step pour moi, c'est mon livre que j'ai commencé à écrire, là, que je vais écrire sur le mois de juillet. Ouais. D'ailleurs, j'ai décidé de l'écrire sur la terrasse du Faust. Donc, je serai sur la terrasse du Faust à peu près. C'est où le Faust? À peu près, c'est dans Paris. D'accord, parce que moi je vais qu'au Flunch, donc je connais pas ces endroits-là. Je t'inviterai. À un endroit très sympa sur les quais. Ok. Donc, si les gens me cherchent, ils peuvent me trouver à la terrasse du Faust. C'est là-bas que je vais décider d'écrire mon livre. Et d'ailleurs, peut-être que sur la première page, je remercierai les gens du Faust de m'avoir accueilli. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Okay. Ça devrait être sympa. Et puis, donc, sortie à la rentrée septembre, peut-être début octobre du bouquin. Et puis. Maison des mandataires, toujours. Maison des mandataires, et puis des clients qui ont des besoins. Voilà, donc beaucoup de choses. Et puis depuis 2022, qui sera un moment où je m'exprimerai. Ah bon? Oui. À quelle occasion? Je serai candidat. Non, je plaisante. Non, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le logement soit un sujet qui ne soit pas oublié, quoi. Et vraiment, je répète, dans le logement et dans tout, et ça fera peut-être la conclusion, c'est donnons du pouvoir à ceux qui veulent faire des choses et enlevons du pouvoir à ceux qui veulent empêcher de faire des choses, et le pays ira beaucoup mieux. Et le secteur du logement ira beaucoup mieux. On sent le candidat à la présidentielle. Non, mais tu vas forcément t'insérer dans le débat politique. Je parle à beaucoup de candidats à la présidentielle. Ouais. Je leur dis, c'est ça le créneau qui vous fera gagner. Et surtout, c'est ça le créneau dont la France a besoin. D'accord. Voilà. Donc, libérer les énergies. Moi, je reviens de 3 semaines de voyage, comme je te l'ai dit, partout en France. Les gens ont envie de faire globalement. Hein. Les gens ont envie d'investir, de prendre des risques, de recruter, d'aller sur de nouveaux marchés. Il y a des vrais développeurs de business. Mais il faut leur donner les moyens de le faire. Il faut libérer les énergies. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Libérez vos énergies, ouvrez vos chakras. Merci Vincent pour ta présence aujourd'hui. Et on se retrouve pour le prochain épisode de l'État des lieux tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Merci à toi, salut.